Cette vidéo a été rendue possible grâce à votre soutien sur Patreon. Abonnez-vous sur Patreon pour un accès anticipé aux vidéos et du contenu supplémentaire. Le dicton dit qu'une image vaut 1000 mots et souvent, les photographies capturent de plus qu'un simple moment dans le temps. Même les images ordinaires peuvent cacher des secrets sombres et des circonstances étranges. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer 3 photographies avec des histoires effrayantes. Jolie Callan. Jolie Callan, âgée de 18 ans, avait toute sa vie devant elle et d'une étudiante brillante et travailleuse, Jolie avait prévu de quitter la maison et d'aller à l'université dans les mois à venir. Une fille populaire, petite et jolie, sa famille la connaissait surtout pour son grand cœur. En août 2015, Jolie a accepté de faire une randonnée avec son ex-petite amie, Lauren Danielle Burner, âgée de 20 ans, dans le but de continuer en tant qu'amie. Jolie venait de se trouver un nouveau petit ami, mais sa nature bienveillante a pris le dessus et elle pensait que la randonnée serait une bonne occasion pour eux de mettre les choses au clair. La veille de la randonnée, la jeune fille de 18 ans a envoyé un texto à l'un de ses amis en disant en plaisantant « Si quelque chose m'arrive, tu sauras avec qui j'étais ». De façon glaçante, Jolie n'avait aucune idée de la précision de ce texto. Bunner n'était pas apprécié par l'entourage de Jolie. Un petit ami jaloux et possessif, il voulait souvent que la jeune fille de 18 ans passe tout son temps avec lui ou avec lui et ses amis. Il n'aimait pas qu'elle ait sa propre vie sociale en dehors de lui et il avait souvent menacé de se suicider chaque fois que Jolie essayait de rompre. Ce n'est qu'avec sa carrière universitaire qui se profilait et le fait qu'elle allait déménager qui lui ont finalement donné le courage de rompre définitivement avec Bunner. Elle a largement ignoré ses supplications ultérieures pour qu'elle le reprenne. Le 30 août, Jolie, son ex-petite amie et son chien Kibert ont traversé le parc d'État de Chia en Alabama. Au cours de la randonnée, Bunner a pris plusieurs photos de Jolie et les a postées sur Instagram. La dernière image montrait la jeune fille de 18 ans de dos à la caméra alors qu'elle se tenait sur un flanc de falaise et regardait à travers les montagnes enveloppées de brume. La publication était légendée, oh vous savez, juste en train de profiter de la vue. Après avoir pris cette image, Bunner a sorti un pistolet et a tiré sur Jolie à l'arrière de la tête. Une fois qu'elle s'est effondrée au sol, Bunner l'a retournée et lui a tiré une nouvelle fois entre les yeux avant de la pousser du haut de la falaise de 40 pieds sur laquelle il se tenait. Après avoir commis ce crime horrifique, le jeune homme de 20 ans est retourné à sa voiture où il a appelé le 911 et s'est rendu disant « Je veux me rendre pour le meurtre de mon ex-petite amie, Jolene Callan, qui s'est produit il y a peu sur la montagne de Chia ». De là, Bunner a attendu la police. À leur arrivée, ils ont vite trouvé le corps de Jolie. Son ex-petite amie était couvert de sang et la substance a été trouvée sur sa voiture et son volant, ainsi que sur le sommet de la falaise où Jolie a été abattue. Bien qu'ayant avoué le crime lors de son appel au 911, Bunner a plaidé non coupable à l'accusation de meurtre. Son procès a commencé en novembre 2015, au cours duquel il a tenté de prétendre qu'il avait conclu un pacte de meurtre-suicide avec Jolie, qu'il a découvert qu'il ne pouvait pas respecter après avoir tué la jeune fille de 18 ans. Il a prétendu qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas le voir venir, c'est pourquoi il lui a tiré dessus par derrière. L'entourage de Jolie a contesté cette idée. Elle était enthousiaste à l'idée de l'avenir, se préparait pour l'université et avait commencé une nouvelle relation. Pour eux, il était plus probable que Bunner ait tué Jolie de sang-froid parce qu'elle refusait de raviver la relation du couple. Pendant ce temps, la défense de Bunner a affirmé que l'homme de 20 ans souffrait du syndrome d'Asperger et devrait donc obtenir le statut de jeune délinquant. Selon la loi de l'Alabama, tout défendeur âgé de 21 ans ou moins peut demander ce statut, qui garantit que le défendeur ne purgera pas plus de 3 ans de prison, quelle que soit la gravité du crime commis. Naturellement, les proches de Jolie étaient horrifiés par cette idée. Ils étaient encore plus bouleversés lorsque Bunner a obtenu ce statut. Le père de la jeune fille de 18 ans, Michael, a par la suite appelé une filiale locale de ABC pour protester contre ce statut. Un emballement médiatique s'ensuivit, et la décision d'accorder ce statut à Bunner a suscité un énorme retour de bâton. L'affaire était déjà si médiatisée que Bunner devait être escorté au tribunal et en revenir avec un gilet pare-balles, et cette nouvelle décision a encore plus énervé le public.
En décembre 2015, la décision a été annulée et le statut a été révoqué. Le tribunal a appris que Bunner avait dit à ses codétenus avoir tué Jolie car si lui ne pouvait pas la voir, personne ne le pourrait. Le 13 juillet 2017, Bunner a plaidé coupable de meurtre. La défense a demandé de la clémence, affirmant qu'il y avait des preuves que le jeune homme de 22 ans souffrait de problèmes de santé mentale. Malgré cela, il a été condamné en tant qu'adulte à 52 ans de prison, bien qu'il soit éligible à la libération conditionnelle dans 15 ans. Il a également été condamné à payer plus de 11 000 $ de dédommagement à la commission d'indemnisation des victimes de crimes de l'Alabama. Bien que sa famille devra vivre le reste de leur vie sans Jolie, ils sont satisfaits du verdict et que Bonner n'a pas obtenu le statut de jeune délinquant. Son père Michael a dit que c'est la bonne chose à faire. Je veux dire, allez, on n'obtient pas le statut de jeune délinquant, peut-être 3 ans, pour avoir tué de sang-froid quelqu'un. Jolie était une fille douce et gentille, et je pense qu'elle sourit aujourd'hui. Ces photos d'un homme posant avec une femme ont reçu des réactions mitigées lorsqu'elles ont été postées sur Reddit, certains les trouvant immédiatement effrayantes et difficiles à regarder, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit simplement de photos stupides qu'un couple a décidé de mettre en scène, a déclaré Michael Gardrillo. Mais en apprenant davantage sur l'homme présent sur ces photos, beaucoup ont commencé à penser différemment de ces images apparemment innocentes. Né le 15 février 1976, Michael Gargiulo est l'un des tueurs en série les plus tordus de Californie. Originaire de Glenview, Illinois, on pense que Michael a poignardé à mort sa voisine de 18 ans, Tricia Picaccio, sur le pas de sa porte arrière en 1993. Son père a trouvé son corps le lendemain matin, le 14 août. Proche ami du frère de Tricia, Michael était suspecté dans cette affaire pendant des années. Mais à l'époque, la police n'avait aucune preuve pour le lier à ce crime horrifique. Puis, en 1998, il a déménagé à Los Angeles prétendument pour échapper à la surveillance du département de police de l'Illinois. Le 21 février 2001, Michael a poignardé à mort Ashley Elrin, âgée de 22 ans. Elle a reçu 47 blessures lors de l'attaque, qui a eu lieu dans sa maison à Hollywood. La blessure au cou qu'elle avait subie était si brutale qu'elle avait presque décapité sa tête, tandis que certaines des blessures dans son torse étaient jusqu'à 15 cm de profondeur. La nuit du meurtre, elle se préparait à sortir avec la star montante d'Hollywood, Ashton Kutcher. Le 1er décembre 2005, Michael a poignardé son propre voisin à mort. Maria Bruno était une mère de 4 enfants de 32 ans vivant dans le même complexe d'appartements fermé à El Monte que le tueur en série lorsqu'elle a été attaquée et poignardée 17 fois. Enfin, en 2008, la chance de Michael s'est épuisée. Le 28 avril, il a tenté de tuer une autre voisine, Michelle Murphy, en l'attaquant chez elle à Santa Monica. Cependant, elle a réussi à le repousser et son sang a été laissé sur les lieux du crime. Quelques mois plus tard, le 6 juin, la police de Santa Monica a arrêté le coupable âgé de 32 ans. Le 7 juillet 2011, Michael a été accusé du meurtre au premier degré de Tricia, qui est supposée avoir été sa première victime. À un moment donné, lors de ses entretiens avec les forces de l'ordre, il aurait déclaré que le fait que 10 femmes aient été tuées et que son acide désoxyribonucléique était présent sur les lieux ne signifiait pas qu'il avait tué quelqu'un. Cela a conduit certains enquêteurs à spéculer qu'il a plus de victimes que nous ne le savons actuellement. Mais à ce stade, Michael n'a pas été lié à d'autres meurtres. Les médias californiens ont surnommé Michael le Ripper d'Hollywood et le tueur glacial. Il a été accusé des meurtres de Maria et Ashley, ainsi que de Tricia. Après plusieurs longs retards, son procès a commencé en mai 2019. Pendant le procès, Ashton Kutcher a pris la parole. Il avait parlé à Ashley pour la dernière fois à 20h24 le soir de son meurtre. Il lui a dit qu'il était en retard et elle a répondu qu'elle venait de sortir de la douche. Lorsqu'il est finalement arrivé chez elle, il pensait qu'elle était partie car il n'a reçu aucune réponse lorsqu'il a frappé à la porte. En regardant à l'intérieur de la maison, il a vu ce qu'il pensait être des taches de vin rouge sur le sol car Ashley avait organisé une fête la veille. Le lendemain, après avoir appris sa mort, Kutcher a contacté les autorités pour leur faire savoir qu'il avait été à la maison la veille. La défense de Michael n'était pas très convaincante.
En parlant de l'affaire Michelle Murphy, ses avocats ont affirmé que Michael souffrait d'un trouble de la personnalité multiple et qu'il ne savait pas qu'il était dans l'appartement de Michelle. Il aurait également présenté ses excuses avant de fuir les lieux. Son équipe l'a également dépeint comme une victime de maltraitance et un neuropsychologue a découvert qu'il avait passé une grande partie de son enfance en éducation spécialisée en raison de ses problèmes de comportement. Michael était violent et en colère quand il était jeune et une fois adulte, il était un tricheur en série. Une des raisons pour lesquelles son procès a pris autant de temps à avoir lieu est qu'il a à plusieurs reprises renvoyé ses avocats et a même une fois tenté de se représenter lui-même. En août 2019, Michael a été reconnu coupable de toutes les accusations. La peine de mort a été recommandée, bien que d'autres retards soient apparus au cours des années suivantes. En 2021, il est apparu dans un tribunal de Los Angeles alors que ses avocats ont fait valoir que le nouveau procureur est opposé à la peine de mort et que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a imposé un moratoire sur les exécutions. Les avocats ont déclaré que Michael, condamné à la réclusion à perpétuité, mourrait de toute façon en prison, donc la peine de mort était inutile. Il sera condamné en juillet 2021 et il attend actuellement son procès pour le meurtre de Trisha. En 2015, le Los Angeles Police Department a tenté d'identifier la femme sur les photos que nous avons montrées au début de cette affaire. Ils pensent qu'elle était une possible victime de Michael qui n'avait pas encore été retrouvée. Les images ont été trouvées sur son disque dur peu de temps après son arrestation et les enquêteurs sont devenus inquiets quand ils ont réalisé qu'elle ressemblait à certaines des autres victimes de Michael. On pense que les photos ont été prises entre 2001 et 2003, quelque part en Californie, et ont été rendues publiques en 2008, mais la femme en question n'est jamais venue se manifester. Les détails sur son identité n'ont pas non plus donné de résultats. Il n'est pas clair si cette femme a été identifiée dans les années qui ont suivi ou si les autorités la recherchent toujours. Des détectives en ligne ont suggéré qu'il s'agissait d'une petite amie ou d'une épouse de Michael car il avait des relations et était même marié à l'époque de ces meurtres. Néanmoins, connaître la nature horrifique des crimes de Michael rend ces images effrayantes et déconcertantes. Matthew Weaver Jr., âgé de 21 ans, originaire de Simi Valley en Californie, aurait dû être enthousiaste à l'idée d'entrer dans l'âge adulte. Au lieu de cela, il semblait traverser une sorte de crise avant sa mystérieuse disparition en 2018. Peu de temps avant la disparition de Matthew, il a quitté la maison qu'il partageait avec sa belle-mère pour emménager dans son propre appartement à Granada Hills en Californie. Selon une source, il aurait été expulsé, bien qu'il ne soit pas clair si cette information est correcte. Il avait également rompu avec sa petite amie de longue date, Vanessa. Ces changements soudains avaient rendu sa vie tumultueuse et les seules choses stables dans celle-ci étaient son travail et ses amis. Matthew travaillait avec son père, Matthew Weaver Sr., en tant que monteur de ligne pour une entreprise de construction de poteaux téléphoniques au moment de sa disparition. L'ex-petite amie de Matthew, 21 ans, a remarqué qu'il buvait plus depuis son emménagement dans son nouvel appartement. Ses amis ont également remarqué cela, et il était presque constamment fêtard. Ils l'ont ensuite vu commencer à se droguer. Il a commencé à consommer régulièrement du lycéric acide diéthylamide et de la cocaïne. Matthew a dit à ses amis que ses problèmes de substance commençaient à devenir gênants, car ils devenaient de plus en plus apparents. Non seulement les drogues interféraient avec son travail car il commençait à manquer des quarts de travail, mais il aurait également été surpris en train de consommer par son père. Cependant, les choses ont pris un tournant lorsque, dans les mois précédant la disparition de Matthew, il a commencé à demander autour de lui un pistolet. Ses amis ont refusé de l'aider à en obtenir un, et il n'a pas pu en acheter un lui-même, alors il a demandé s'il pouvait en emprunter un à son père ou si son père pouvait lui en acheter un, mais Matthew Senior a refusé. Le 9 août 2018, Matthew a dormi tard après une autre nuit de fête. Vers 6 heures de l'après-midi, il a conduit à son travail pour récupérer $400 en espèces de son père. Pendant sa visite, il a demandé s'il pouvait photographier l'arme à feu de son père, qui a accepté. Matthew a posté l'image de l'arme à feu dans sa main sur Snapchat avec les mots « Game Over » dessus. À 9 heures du soir, Matthew a appelé une amie nommée Melissa Sanchez. Il est allé la chercher chez elle à Chatsworth et le duo s'est rendu à Walmart à acheter de l'essence, puis s'est rendu à un endroit non identifié où ils ont acheté de la cocaïne.
De là, ils se sont dirigés vers une dispensaire de marijuana. Ensemble, les deux se sont assis dans la voiture de Matthew à l'extérieur de la maison de Melissa. Selon Melissa, les deux étaient de nouveaux amis. C'est pourquoi elle a trouvé cela étrange et gênant lorsque Matthew a commencé à se confier émotionnellement à elle dans la voiture avant de pleurer. Elle a finalement laissé le jeune homme de 21 ans seul dans sa voiture à 5 heures du matin. À 5h15, Matthew a quitté l'autoroute 101 et a pris la route de Mulholland. À 6h57, il s'est arrêté sur un parking à Stunt Road dans le canyon de Topanga. Cette zone était un point de vue populaire que le jeune homme de 21 ans connaissait très bien, comme l'a affirmé son ex, Vanessa, qui l'a visité fréquemment. Matthew était resté sur le parking pendant environ 16 minutes. À 7h15 du matin, il a ouvert la grande porte métallique non verrouillée qui menait à une route d'asphalte nommée Topanga Tower Motorway qui se divisait plus tard et menait à une grande tour à micro-ondes qui était en construction à l'époque. La vidéosurveillance de la zone a montré que Matthew a bien emprunté cette route de terre et il était le seul à le faire. Sa voiture a été retrouvée plus tard au bout de la route qui était si étroite qu'un de ses pneus pendait au bord de la montagne. L'avant de sa voiture était bloqué par un rocher impossible de faire demi-tour. À 8h21, le jeune homme de 21 ans a tenté d'appeler son père. Cependant, Matthew Senior a manqué l'appel car il n'avait pas de réseau à ce moment-là. Quelques heures plus tard, à 11h48, il a appelé Melissa qui n'a pas pu répondre car elle était au travail. Elle lui a néanmoins envoyé un texto pour savoir ce qui se passait. Matthew a répondu, je cite, « Comme si quelque chose de fou se passait, et puis, je cite, « Je veux juste parler pendant que j'en ai l'occasion. » Son téléphone a été éteint ou à court de batterie après ce message. Melissa lui a demandé s'il allait bien, mais Matthew n'a jamais répondu. Entre 7h28 et 11h48, Matthew était resté dans la même zone. Cependant, on ignore sa localisation depuis son dernier contact avec Melissa. Il n'a plus jamais été vu ni entendu depuis. Une publication nommée The Local Malibu a rapporté que le 11 août vers 1h du matin, des cris d'aide ont été entendus dans la zone de Roses Overlook, une section du sentier proche de l'endroit où la voiture de Matthew a été trouvée. Bien qu'une recherche ait été entreprise, aucune trace du jeune homme de 21 ans ou de quiconque d'autre n'a été trouvée. Et il est rapporté que les chiens pisteurs ont perdu la piste qu'ils suivaient. Les seuls indices dans l'affaire de Matthew proviennent d'images de drones de la zone où il a disparu. 797 photos ont été prises par le pilote du drone, et une récompense est offerte à ceux qui peuvent trouver des indices pertinents en analysant les images. Cette méthode a permis de trouver un t-shirt blanc déchiré avec du sang séché dessus, et un chapeau également avec du sang séché dessus. Alors que le chapeau appartient de manière concluante à Matthew, le t-shirt n'a pas été confirmé comme appartenant au jeune homme de 21 ans. Les amis et la famille de Matthew ne croient pas qu'il prendrait sa propre vie. Cependant, compte tenu de son comportement erratique, de son état émotionnel et de son dernier message Snapchat qui disait « Game over », ce n'est peut-être pas la théorie la plus farfelue. D'autres spéculations incluent que Matthew a eu une bagarre avec un ouvrier sur le site de la tour, car les ouvriers y étaient connus pour être hostiles. Pendant ce temps, la nouvelle amie de 21 ans de Matthew, Melissa, aurait eu des liens avec des gangs. Elle a été la dernière à y entendre parler de Matthew et la dernière à le voir vivant, ce qui a amené certains à se demander si elle avait quelque chose à voir avec sa disparition soudaine. On s'est également demandé pourquoi il a choisi de parler spécifiquement avec elle plutôt qu'avec ses autres amis beaucoup plus proches. Les amis de Matthew ont dit qu'ils pensaient qu'il voulait une arme pour sa propre protection et non pour se suicider. Ils pensent qu'il a posté l'image sur Snapchat pour faire savoir aux gens qu'il en avait une, et non comme une sorte d'adieu final. La famille et les amis de Matthew continuent de chercher des réponses. Si vous souhaitez aider à analyser les images du drone, vous pouvez le faire sur matthewweaver.tips. Matthew a été vu pour la dernière fois le 10 août 2018 à la Topanga Tower Motorway près de Rosas Overlook, au-dessus du Backbone Trail et des zones de Hondo Canyon en Californie. Il avait 21 ans à l'époque et a les cheveux bruns et les yeux marrons. Il mesure 5 pieds et 10 et pèse environ 130 livres. Si vous avez des informations sur son lieu de résidence, vous pouvez contacter les Los Angeles Regional Crime Stoppers au 1-800-222-TBS. Et voilà, vous avez les faits.
Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour aussi peu que 2 $ par mois. Merci d'avoir regardé, restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.